Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur BNews pour ce plateau spécial. Les Béninois ont voté effectivement hier, 17 mai 2020, et la nuit a été longue. La Sénat s'affaire d'ailleurs pour rendre publiques les premières tendances. Ce sera peut-être demain mardi. Du côté de la plateforme électorale, par contre, le taux de participation sera connu aujourd'hui, ce lundi. En plateau ici, j'ai deux experts pour aborder trois chapitres. Justement, d'abord, nous parlerons de l'organisation du scrutin, ensuite de la qualité des listes en compétition, puis enfin des enjeux de cette nouvelle mandature de la décentralisation qui démarre. Franck Kénivo, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en décentralisation, très sollicité depuis ces dernières 48 ou 24 heures. Merci d'avoir accepté quand même notre invitation. Et puis Herbert Ouinibo. Herbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur civil et expert en questions de développement. Merci également d'être sur ce plateau. Franck Kénivo, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette journée du dimanche 17 mai 2020? Est-ce qu'on peut dire que l'organisation de ce scrutin a été déjà une réussite? Merci. Je pense d'abord qu'il faut rendre grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé de façon globale. La professionnalisation de la Sénat qui a été mise en route il y a quelques années est en train de porter ses fruits. Et j'ai vu dans les bureaux de vote des professionnels qui ont mis en place le dispositif tel que prévu par la loi. Du moins pour ce que j'ai pu observer à Cotonou et à Bomey-Calavi. Déjà, à Bomey-Calavi, les gens étaient même plus à l'heure. À Cotonou, déjà, dans mon bureau de vote, autour de 7h30, j'ai pu voter. Je crois que l'organisation s'améliorant d'élection en élection, le scrutin du 17 mai a été quand même globalement très bien organisé. Vous savez, on a passé une journée relativement calme par rapport à ce qu'on a pu observer les deux dernières élections. Et donc, je pense que tout s'est globalement bien passé. Alors, Herbert Ouinibo, Franck Kénivo le dit assez bien, la journée d'hier a été relativement calme. Est-ce que vous avez eu le même sentiment? Il attribue d'ailleurs les bons points à la Sénat. Est-ce que la Sénat a été l'élément déterminant de cette journée du 17 mai? Bon, il faut reconnaître que la Sénat a l'expérience de l'organisation des élections. Et cette élection s'est déroulée dans un contexte particulier, la pandémie du coronavirus Covid-19, et qui a sans doute eu un impact sur l'ensemble, n'est-ce pas, du dispositif électoral. Cela dit, oui, que le corps électoral a été convoqué pour le 17, des électeurs ont répondu, on verra le taux de participation par rapport aux chiffres officiels, mais il faut noter trois choses essentielles. Il n'y a pas eu d'incident majeur, à part quelques échauffourées à Avrancourt, et quelques coins dans le nord, il y a quelques incompréhensions entre les acteurs politiques. Il ne s'agit pas d'incompréhension entre l'institution et les partis politiques. Donc on peut dire que dans l'ensemble, n'est-ce pas, pour ce facteur-là, oui, que les électeurs sont venus, ils ont voté et puis sont repartis. Autre fait important de cette journée, il faut bien revenir là-dessus. Tout le monde attendait la Sénat sur les mesures à prendre justement concernant la pandémie du Covid-19 ou de la Covid-19. Mais finalement, on a constaté que c'est vrai, la Sénat a mis en place un dispositif, mais qui n'a pas été vraiment respecté. Est-ce que sur ce point, on peut dire que la Sénat a véritablement anticipé ou que la Sénat a quand même réussi? Oui, je crois que c'était une nouvelle donne dans l'organisation des élections pour la Sénat et donc ils se sont accommodés et globalement ils ont déployé les gels hydroalcooliques, ils ont déployé les masques, mais ce qu'on a observé dans les bureaux de vote n'était que l'image de la manière dont la société béninoise se comporte par rapport à la Covid-19, comme l'Académie française a décidé finalement a donné raison au ministre de la Santé béninois qui depuis toujours disait déjà la Covid. Et donc, je crois que ce qui s'est passé, parce que comme moi je le pense, personne n'était plus en danger dans un bureau de vote que dans les supermarchés, dans les marchés, dans les administrations qui étaient fréquentées déjà depuis une semaine. Et donc, les comportements
liées, par exemple, à la présence de certaines autorités qui ont amené les citoyens à oublier les gestes barrières, par exemple, c'est des comportements qu'on aurait pu observer si des autorités de cette envergure se déplaçaient dans les quartiers, en dehors des centres de vote. Donc, ce n'est pas lié à la Sénat, mais c'est lié aux citoyens béninois qui pensent à tort que nous avons déjà vaincu la maladie. Donc, il faut rappeler aux gens que on va devoir cohabiter avec ce mal qu'on apprend à connaître, qu'on apprend à maîtriser, à dominer, mais il faut pas ignorer les gestes barrières, quelles que soient les circonstances. C'est inutile de prendre ces genres de risques, comme on a vu sur des images. Très rapidement, Herbert Rougnibot, sur ce sujet, et puis on va passer à un autre point. Est-ce que ce que nous avons observé hier, où on a bien remarqué que les populations n'ont pas respecté les gestes barrières, quand bien même il y avait des masques mis à disposition dans la plupart des bureaux de vote, est-ce que le peuple béninois va payer un lot tribut d'ici quelques jours? Parce qu'on sent aujourd'hui que pour tout le monde, on peut vivre avec la Covid-19 et que vraiment le vote s'est passé simplement comme s'il n'y avait rien du tout. Oui, mais c'est que les hommes ne sont pas des robots. Vous savez qu'en matière de changement de comportement, il faut un temps. Et ils ont découvert subitement la maladie, il y a des gestes barrières qu'il faut faire, ils essaient quand même, mais il y a des habitudes qui sont restées. Donc je pense que c'est avec le temps que de plus en plus, ils vont... Parce que quand vous observez très bien, que ce soit lettré ou non lettré ou analphabète, le port même du masque, parfois on le descend jusqu'au bout du nez pour pouvoir respirer, on n'a pas eu le temps de respirer. Donc je pense que tout cela doit arriver, on ne va pas s'en vouloir. Mais en ce qui concerne les conséquences, non, je pense que de plus en plus, il y a une sorte d'assurance de ce que l'ennemi invisible, la Covid-19, sera maîtrisé et qu'on parle de plus en plus, n'est-ce pas, d'un protocole qui est en train d'être maintenant. Tout ça a participé à une certaine assurance des populations que même si la Covid venait, on trouverait des éléments, n'est-ce pas, pour le maîtriser. Alors, élément important, quand on parle d'élection, il y a toujours des fraudes. On avait entendu depuis quelques jours déjà qu'il y avait des achats de cartes, des cartes d'électeurs dans le département de l'Atlantique. Mais finalement, le jour du scrutin, c'est dans le Septentrion qu'on a annoncé beaucoup de cas de fraude, notamment à Parakou. Avez-vous eu ces informations? Quelle est la lecture que vous avez eu à faire? Oui, il y a Parakou, il y a Avrankou, je crois, où certains leaders locaux continuaient leur campagne, même le jour du scrutin. Des bulletins de vote estampillés, par-ci, par-là. Mais je crois que ce phénomène est isolé. C'est vraiment isolé parce que c'est quelques localités, 2 ou 3 localités. Donc, je pense que comme il est constant dans la jurisprudence des cours constitutionnels et suprêmes, globalement, ça ne va pas entamer la sincérité du vote. C'est vraiment isolé. Et donc, il faut dénoncer ça. Il faut que, après 30 ans d'expérience électorale, le Bénin n'a plus à reculer dans ces travers-là. Il faut dénoncer ça, il faut inviter les acteurs à se conformer aux règles républicaines en matière d'élection, mais c'est isolé. C'est déjà heureux de le constater. Un mot sur la fraude constatée le jour du scrutin? Non, c'est un refrain classique. À chaque élection, il y a toujours des voix qui s'élèvent pour dénoncer de la fraude, mais je pense que la preuve est la rançon du droit. Il faut rapporter les preuves de ce qu'il y a vraiment de fraude. Et si les preuves sont établies, eh bien, les juridictions compétentes auront à se prononcer et à sanctionner. Très bien. Évoluons rapidement dans ce débat. Retournons maintenant un peu en arrière. 48 heures, une semaine avant. Il y avait, 2 semaines avant, c'était la campagne électorale. Il y avait un fait important également. La campagne était exclusivement médiatique. Est-ce que cette campagne médiatique a été un succès? Est-ce qu'il faut refaire cette expérience parce que on a constaté que les candidats, attention, je pose la question parce que des candidats des partis politiques ont continué à faire campagne le jour du scrutin. Est-ce que l'expérience n'a pas été vraiment avantageuse pour les partis politiques? Franck Hénigo. Non, moi je pense que c'est une expérience de circonstance parce que lorsque vous parlez d'élection,
il faut permettre le contact, il faut permettre la mobilisation de la foule, parce que justement, l'emballement pour aller voter, etc., tout ça là, c'est lors des meetings et autres qu'on déclenche ça chez les citoyens. Deuxièmement, ce qui ne permet pas de capitaliser véritablement cette expérience, c'est que les uns et les autres ont donné l'impression qu'ils ont été surpris. Alors que tout le monde s'attendait à un report de ces élections. La conférence des présidents d'institutions de la République a décidé de maintenir ces élections, et ce qui a fait que les candidats n'ont pas bien préparé, même si c'est campagne médiatique, oui. Il faut bien préparer ça, parce que ça a des exigences. J'ai pu suivre des messages où les candidats ne parlaient pratiquement pas des enjeux de la décentralisation et passaient le temps à parler de leur relation avec le président de la République, à parler des 10% que les autres ne peuvent pas avoir, etc. Oui, mais ça, c'est le propre de la campagne électorale. Il faut des pics et oui, tout au niveau des partis politiques. Il faut sérier les enjeux. Il y a eu trop d'enjeux politiques, c'est vrai, pour ces élections qui, normalement, regorgeaient d'enjeux de développement. Mais lorsque vous êtes candidat et que vous venez devant les électeurs, vous pouvez, la forme, c'est peut-être ces enjeux politiques, mais le fond, c'est ce que vous voulez faire. Et ce qui m'a surpris, à part quelques 2 ou 3 candidats qui ont pu faire des propositions pour la commune dans laquelle ils se présentaient, tous les autres faisaient des propositions nationales, des propositions à l'échelle des 77 communes, comme si on pouvait appliquer un projet de ville pour toutes les communes, ce qui n'est pas possible. Chaque commune a ses spécificités, chaque commune a ses attentes, et donc il fallait que les candidats puissent faire des propositions au niveau de chaque commune pour qu'on puisse évaluer cela. L'enjeu politique ayant prédominé, ça a donné ce qu'on observe aujourd'hui. Franck Kinivon ne s'est pas du tout retrouvé dans cette campagne médiatique, ou campagne électorale médiatique. Vous, à votre niveau, quelle appréciation vous faites de cette campagne? Faut-il recommencer l'expérience? Non, il ne faut plus recommencer l'expérience. Cette campagne médiatique a été un échec. Non, je pense que ce n'est pas une expérience à rééditer. Il faut même la bannir. Parce qu'il y a une décision qui a proscrit des genres journalistiques, notamment le reportage, les analyses, les commentaires, et les journaux, les radios et télévisions devront se contenter des messages des partis. Il ne s'agit pas d'une campagne médiatique, il s'agit d'une juxtaposition de caméras face à des personnalités qui ont des déclarations à dire. Je pense que c'est suffisamment grave pour 3 raisons essentielles. La première, c'est que cette expérience tue les gens journalistiques, notamment le commentaire, l'analyse et le reportage. Or, c'est à partir de ces gens-là que le journaliste, la presse, arrive à éclairer la lanterne des spectateurs, la lanterne des auditeurs, la lanterne des lecteurs, pour pouvoir avoir une opinion. La deuxième raison, c'est que il y a l'absence de débat contradictoire. Parce que il ne s'agit pas de monologue juste à poser. Je ne vous arrête pas, mais il y a quand même eu un débat contradictoire à la fin sur l'ORTV. Oui, le dernier vers la fin où c'était pas contradictoire. Oui, au fond, c'est pas contradictoire parce qu'il fallait avoir des points de vue. Et là, vous posez une question essentielle. Est-ce que même les partis qui étaient en compétition étaient des partis qui avaient des lignes différentes de celles de la ligne directrice? Ça, c'est une autre question. Mais cela dit, il n'y a pas l'émulation, il n'y a pas la stimulation nécessaire pour capter des messages forts. Or, pour capter des messages forts, il y a l'anecdote, il y a les petits mots chauds, on n'a pas tout ça. Et la dernière raison, oui. il faut qu'on souligne cela, c'est l'influence des réseaux sociaux sur les médias traditionnels. Vous allez constater que l'Internet, le web, a pris le pas, ne serait-ce que dans les centres urbains. Je veux parler de Cotonou, Porto-Novo et consorts, où par rapport à Faux Baromètre, l'utilisation de l'Android est un peu plus poussée que dans les milieux ruraux.
Donc, ces 3 éléments prouvent que ça a été un échec. Et cet échec est imputable à ceux qui n'ont pas réfléchi assez pour pouvoir trouver la formule. Et par conséquent, dans les recommandations, oui. J'espère que vos associations professionnelles, vous les journalistes, vous ferez le rapport nécessaire pour améliorer. Vous allez patienter un tout petit peu. Je ne voulais pas vous arrêter tout à l'heure. C'est vrai que vous avez pris le problème sur un pan purement professionnel dans le milieu journalistique et tout. Mais dans le fond, est-ce que cette façon de faire campagne aujourd'hui, est-ce que ça a changé la donne politique au niveau des acteurs politiques, les échanges entre les acteurs politiques et les populations, les électeurs notamment? Est-ce qu'il faut rééditer cet exploit? Est-ce que ça a permis aux acteurs politiques de faire campagne autrement? Est-ce que ça a permis aux populations, aux électeurs de s'impliquer davantage dans ce qui a été fait? Non, et le contexte est un peu particulier. Ça n'a pas été, vous avez dit un espoir, ce n'est pas un espoir. Parce que le politique n'est pas quelqu'un qui vit en autarcie. Il y a la foule qui les cite, il y a les mots, il faut haranguer la foule, il n'y a pas ça. Il y a la distanciation qu'il faut observer, il y a qu'il faut parler dans le masque. Donc, il y a assez de contextes qui font que le politique n'était pas dans son marigot. Il n'est pas du tout à l'aise. Parce que, comme je le disais, une seule phrase choc peut mobiliser l'électorat, une métaphore, une parabole et même une hyperbole pour pouvoir galvaniser les gens. Toutes ces choses-là, on ne l'a pas vu, ou du moins qu'on l'a vu en cercle très restreint, c'est-à-dire dans les maisons et dans les salons. Très bien. Franck Kinivo, quelles leçons retenues de cette campagne exclusivement médiatique? Est-ce que les politiques étaient dans leur marigot, si j'emploie les mots de Herbert Ounibo? Non, je pense que mon confrère et ami a fait un diagnostic extrêmement pertinent de la situation, et je voudrais ajouter que cela au finish a fait que on a vu les gens voter juste par réflexe partisan, les gens votaient juste parce qu'ils connaissaient déjà la personne. Donc il faut qu'on tire les leçons. On peut améliorer une campagne électorale essentiellement médiatique, on peut améliorer ça, mais il faut pas limiter les journalistes dans leur profession, il faut plutôt multiplier les gens pour qu'il y ait plusieurs outils à la disposition de cet exercice-là, ce qui n'a pas été le cas. Et je crois aussi que les partis politiques ont été surpris. Les gens s'attendaient peut-être à un report, et donc pour faire une campagne médiatique, vous voyez tout le temps de préparation qu'on prend au niveau des entreprises, au niveau de l'administration. Ça doit être la même chose. Alors, il y a quand même, et la question s'adresse à vous deux, il y a quand même cet avantage, beaucoup ont mis ça en avant, que cette façon de faire campagne, par exemple, a limité l'influence de l'argent en période électorale. Ça a permis aux partis politiques de faire des économies, ça a permis à certains candidats de ne plus faire du porte-à-porte, même si on l'a remarqué à Porte-Nouveau, ce qui a été critiqué par d'autres candidats également. Est-ce que ça n'a pas freiné, ça n'a pas participé à freiner la corruption en période électorale? Moi, je pense que non. Je pense que non, parce que des candidats sont venus chez moi. Des candidats ont sillonné des quartiers que je connais. Pas à Porte-Nouveau seulement. Je pense que ce que les candidats n'ont pas fait, c'est les meetings. Encore que on a vu des images circuler de meetings, oui. Mais ils ont tous fait les porte-à-porte. Ils sont allés dans les maisons, ils ont parlé aux électeurs. Donc, le reste, c'est... il faut pas se voiler le visage en plein jour. Je pense que les gens n'ont pas respecté la campagne essentiellement médiatique, et donc il faut tirer les leçons. Vous êtes du même avis? Il y a eu aucune incidence sur non, d'abord je constate. Oui, non, moi je constate que en période, pour vous, il y a corruption que quand les artistes dansent et que on distribue des billets, c'est ce que vous semblez assimiler à la corruption. Non, mais la corruption dont vous parlez fait partie de l'ingénierie politique africaine. Et donc cette ingénierie n'a pas disparu, parce que là où on donne de l'argent, vous n'êtes pas souvent témoin. Vous n'êtes pas souvent témoin, c'est pas la campagne médiatique qui interdit cette pratique-là. Non. Au contraire, je constate que c'était une occasion pour les politiques, s'ils avaient à donner de l'argent ou bien à donner de prix-bonnes, d'atteindre réellement les cibles. Parce que cette fois-ci, ils sont en comité restreint, que de remettre, n'est-ce pas, à
un coordonnateur qui dit que lui, mais si telle zone, j'ai fait tel meeting, je suis allé. Non, mais cette fois-ci, c'est plus pointu. Je crois que ce qui a changé, c'est la discrétion. Ce qui a changé dans cette campagne, c'est qu'on fait les choses maintenant en cachette. On va progresser maintenant, parler des listes en compétition, de la qualité justement de ces listes. Mais avant, je le disais au début de cette émission, la plateforme électorale a déjà même tout à l'heure rendu public certains chiffres concernant le taux de participation. On parle d'environ 50%. Quelle est votre appréciation, votre lecture par rapport à ce taux de participation? À quoi est-ce qu'on doit arrimer ce taux de participation? Et dans le même temps, je reviens à la campagne exclusivement médiatique. Est-ce que ça a été pour quelque chose? Alors, je pense que le taux de participation est satisfaisant parce que si nous sommes autour de 50 et au-delà de 50%, malgré le manque de campagne qui déclenchait la ferveur des populations, malgré la COVID-19, malgré la pluie dans certaines régions, je pense que c'est un bon score. Ça montre que à des moments donnés, il faut faire confiance aux électeurs. Il faut faire confiance à la population parce que dans tout ce qui se disait, les gens ont une idée claire de ce qu'ils allaient faire le jour du vote. Et donc, c'est plutôt dans les grandes villes que les gens ont moins voté. Et ça, c'est un paradoxe parce que on se disait que c'est à l'intérieur du pays que les gens n'avaient pas l'information. Puisque les candidats ne sortaient pas, ils n'allaient pas sur le terrain. Donc, on voit qu'à l'intérieur du pays, les gens sont plus sortis. Et donc, ça montre que le Béninois est toujours attaché à sa démocratie et estime qu'il y a des moments où il faut élever le niveau du débat et faire des choix républicains. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Les tapages, les contradictions contre la tenue des élections, tout ça là a permis aux gens d'être informés qu'il y a élection. Franck Kinivor vient de toucher un point important. On se rappelle qu'à 3 à 4 jours, mettons même une semaine avant le vote, il y a eu plusieurs appels au boycott. D'abord du candidat Zanaï, également d'un creuset politique de la diaspora. Finalement, ça a été un échec. Peut-on dire cela avec les 50% annoncés déjà, encore que ce n'est pas les chiffres officiels? Oui, non, d'abord, je n'ai pas d'éléments pour apprécier, n'est-ce pas, ce taux de participation. Mais cela dit, à partir de quelques résultats parcellaires, il faut se dire que il faut avoir une appréciation assez mesurée. Et je préfère que ce soit commune par commune, ou du moins dans un grand ensemble, dans les centres urbains, comme l'a souligné l'expert Franck Kinivor. Et il y a forcément une sorte de dégoût, bien d'abstention ou bien d'indifférence dans les sens humains. Mais par contre, dans les milieux ruraux, on a constaté qu'il y a un engouement. Et cela peut s'expliquer par la nature des élections. Il s'agit d'une élection de proximité. Et que, généralement, les clans ne comptent pas. C'est tel individu qu'on connaît et qui veut être conseiller, qui veut être maire. Il a telle relation, les collectivités sont là. Ça peut regarder un peu, par exemple, Bandère, où on a eu un sursaut assez remarquable des FCBE là-bas. À Savin aussi. Une certaine mesure, à Dassa, en fait, dans certaines parties. Alors, toutes ces zones étaient déjà des fiefs du Parti Force Covid. Oui, avec tout. C'est le contraire qui aurait été étonné. Non, mais parce que, en temps, vous savez, les problèmes que cette formation politique a connus, et puis, ce tweet ou bien ce truc sur la page Facebook de leur leader charismatique qui se retire, donc, autant de confusion qui, en principe, devrait amener. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les partis sont implantés et les hommes qui les animent sont présents. Les hommes qui animent ces partis politiques sont attachés, n'est-ce pas, à leur base. Et cela fait que la nature de l'élection a amené les choix. Donc je pense que dans l'ensemble... Très bien. Progressons maintenant à cette émission. Le vote a eu lieu 24 heures après. La plupart des partis se positionnent déjà. On voit à peu près
quel parti pourra contrôler telle région, telle circonscription et telle commune. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu les listes en compétition, quand vous regardez un peu les candidats qui pourraient être envoyés au sein de certains conseils communaux, est-ce que vous vous dites que nous partons vers une nouvelle expérience qui sera riche? Franck Kénivo, je vais parler là du profil des candidats ou des nouveaux élus. Oui, je pense que ce que j'ai vu un peu partout, au niveau de toutes les formations politiques, en tout cas, j'ai vu d'abord des candidats relativement jeunes, des candidats qui ont un bon niveau intellectuel. J'ai vu quand même au niveau des partis politiques le choix de l'excellence, même si certains partis sont restés dans le traditionnalisme, sont restés avec les anciens qu'on a toujours connus. Mais globalement, je pense que cette mandature devrait avoir un niveau plus élevé sur le plan intellectuel, devait avoir plus de jeunes. C'est-à-dire, on va vers une sorte de renouvellement de la classe politique qui commence par le bas, la base. Et ça, c'est une très bonne chose parce que justement, la décentralisation est conçue pour être la porte d'entrée du personnel politique. C'est-à-dire, on commence l'apprentissage de la gestion des affaires publiques par le village, par le quartier de ville. On monte au niveau arrondissement, au niveau communal et on va au niveau national. Et là, ce personnel peut avoir plus de valeur, plus de vertu que ce que nous avons aujourd'hui parce que vous n'avez jamais fait l'expérience dans votre quartier, dans votre arrondissement, dans votre commune et vous devenez ministre, DG. Bon, c'est en ce moment que vous commencez par vous chercher. Alors, et ça, c'est une bonne chose. Oui. Et je pense aussi que ce qui va se passer au niveau de cette mandature-là, c'est que il y aura relativement une même mise des partis politiques. Vous savez, la réforme qui a démarré... Vous voulez dire que les partis politiques vont contrôler la plupart des élus locaux? Oui. Parce que avant, c'est l'élu, c'est le candidat qui se débat et qui pour se faire élire. Tout ce qu'il veut. Et il n'est redevable à la limite qu'à l'homme leader du parti. Aujourd'hui, les partis politiques ont été mis en avant. On sait que, je ne sais pas si on va en parler, mais on commence par voir déjà les colorations au niveau des départements. Si je prends le Zou, par exemple, vous verrez que c'est UP et BR qui se sont partagés les communes. Au nord, c'est FCBE et BR. Oui. Si vous venez... Je serai obligé de vous interrompre parce que nous allons poursuivre la discussion. Il y a aussi Hébert Ouibou qui doit intervenir. Franck Kénivo a sorti des éléments très importants. D'abord, surtout par rapport à la jeunesse de la plupart des candidats. Est-ce que c'est forcément un atout, puisqu'il l'a dit? Il s'agira de faire une nouvelle expérience, il s'agira d'un retour à la case départ pour ces jeunes. Nous avons vu par le passé, déjà à l'Assemblée nationale, il y a eu un renouvellement également de la classe politique, mais on a vu également tout ce que ces jeunes députés ont pu apporter aujourd'hui. Je prends pour preuve encore, il y a quelques jours, 24 heures, le jour du scrutin, il y a encore une députée qui insultait en public des policiers par exemple. Est-ce que nous allons pouvoir assister à une véritable émulation comme il est en train de l'espérer, de le croire? Oui, je pense que quand on observe bien ces partis politiques, ils ont positionné des gens de qualité, enfin les grands partis politiques ont positionné des gens de valeur, de qualité, surtout au niveau des suppléants. Et vous allez remarquer que ceux qui ont plus mouillé le maillot dans l'ensemble pour ces grands partis politiques et sur les centres, ce sont les suppléants. C'est eux qui se sont mis en avant, on peut comprendre parce que la plupart des maires sortants que nous avions vus ont comme handicap leur bilan. Un handicap parce que le débat se focalise beaucoup plus sur le bilan. Et j'ai vu que comme stratégie, ils ont mis des jeunes. Dans l'ensemble, en ce qui concerne les villas à statut particulier, je pense qu'il y a de l'espoir, pour ne pas dire de l'espérance. Du fait que, quand on voit le profil académique des uns, quand on voit un peu le passé militant de certains, quand tu voyais par exemple à Cotonou par exemple,
où nous sommes pour la plupart, eh bien, si vous analysez la liste de certains partis politiques, eh bien, il y a des gens de valeur. Je pense qu'il y a des gens de valeur qui ont un passé militant et qui savent très bien ce que c'est qu'un parti politique, ce que c'est qu'un conseil communal. Moi, je ne doute pas. C'est vrai que au cours de cette campagne, nous avions vu quelques affiches qui ont fait douter, n'est-ce pas, du sérieux, n'est-ce pas, de beaucoup de formations politiques pour le positionnement. Vous voulez parler de quoi exactement? Non, est-ce que c'est bon de dire, vous avez vu, par exemple, des affiches au niveau de Carrefour Ita, pour parler de vous qui êtes à Calavi. Et vous avez vu un peu, regardez un peu on a compris que 3600, c'est pas facile, il fallait trouver des candidats. Donc, beaucoup ont été surpris même d'être sur la liste et ils sont partis faire quelques photos. Cela dit, il faut, quand on analyse au fond ces résultats et le comportement des électeurs, nous ne nous trompons pas, parce que nous reviendrons après sur les statistiques, il y a un besoin de renouvellement. Quand vous voyez le comportement des électeurs, ils veulent du neuf. Et donc, pour quelqu'un qui veut se projeter dans le futur, il y a forcément que l'exécutif qui soit installé doit être un exécutif neuf. Les gens veulent du neuf. Les gens ne veulent pas que le discours tenu pendant la campagne soit différent, n'est-ce pas, de la mise en œuvre. Parlons justement de ce discours. Franck Kinivo avait ouvert le débat tout à l'heure, le sujet tout à l'heure. Le temps file également. Il va falloir faire très vite. Franck Kinivo disait que les partis ont été mis en avant au cours de cette campagne électorale. Donc, implicitement, il est en train de dire que dans les conseils communaux, on devrait plus voir les actions des partis que les initiatives personnelles des maires. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. C'est pour ça que je vais vous donner la parole en premier. Parce que ce qu'on a constaté, par exemple, quand sur les différents plateaux de télévision, notamment sur la chaîne locale à l'ORTB également, pour les candidats qui sont allés parler dans différents médias, on a senti que le programme des partis politiques avait été rédigé à un niveau supérieur et que la plupart des candidats ne maîtrisaient absolument rien. Est-ce que ça ne va pas être la même chose sur les 6 prochaines années? Oui, non, ça serait la même chose, mais les partis politiques ont le devoir de former leurs élus. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un individu. J'ai constaté que tous les candidats avaient des visions pour les villes. Non, le parti a 77 visions. Nous avons 77 communes, vous avez 77 pour chaque commune. Et si vous êtes un militant régulier, si vous êtes un partisan normal, ou certifié ISO, c'est que vous connaissez ce que le parti propose. Et on vous a mis sur la liste pour l'animer. Et quand vous voyez la vision de tous les partis, il a été clair que le parti propose. Et en votant, par exemple, Passa, partout à sa vie, on sait très bien que c'est le projet de l'Union progressiste pour la ville qui sera développé par l'élu. Il est vrai qu'on n'est pas encore là, que le système partisan qui a été mis en place a pour but de rendre un peu plus fort nos partis politiques. Et cela, eh bien, il appartient aux élus. Parce que l'élu a un programme de son parti qu'il est en train d'animer. Et pour la méthode, la façon et autres, là, ça dépend de celui qui a été élu. Mais dans le fond, dans la vision, dans ce qu'il faut mettre en place, eh bien, c'est le parti politique. Il faut faire en sorte que nos partis soient forts. Un parti fort ne veut pas dire qu'il s'agit d'une soumission absolue, non. Les grands axes stratégiques qui ont été donnés, parce que pour la plupart, ils ne le feront pas sans l'État central, parce qu'il faut sortir de cette vision où on pense que la commune est une république, où le maire peut décider de tout, peut faire ce non. Il y a des domaines propres, des compétences propres, et il y a aussi des compétences partagées. Très bien, il nous reste moins de 10 minutes. J'espère qu'on pourra aborder toutes les questions qui restent, qui concernent justement les défis de la prochaine mandature. Mais avant, on va juste marquer une pause et on va revenir juste après.